Voilà, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Juliette. Je suis conseillère technique en énergie chez Bruxeo. Donc, qu'est-ce que Bruxeo? Je vais d'abord vous proposer une petite introduction de nos services et de la structure Bruxeo en tant que telle, pour après passer à la présentation sur la régulation des équipements dans un bâtiment. On va s'intéresser au chauffage, à la ventilation et aussi à l'éclairage. Et puis on laissera place aux questions-réponses. J'ai des collègues qui vont gérer le chat. Si vous voulez poser des questions pendant que je présente dans le chat, ils essayeront d'y répondre ou sinon on les traitera à la fin de la présentation si elles sont plus conséquentes. Et mes collègues pourront me couper la parole si c'est vraiment des questions intéressantes dans le cadre de la présentation même. Je leur laisserai juger de la pertinence ou non pendant la présentation. Donc voilà, moi je vois pas le chat, donc je laisse les gens me couper s'il y a vraiment un problème. Voilà, donc Bruxeo et le pack énergie. Qu'est-ce que Bruxeo? Juliette, je vois juste qu'il y a une madame qui veut poser une question. Mousco Ala? Oui, oui. Bonjour Juliette. Juste une question. Quand vous aurez questions et vos collègues répondront aux questions, est-ce que il serait possible d'envoyer après questions-réponses avec les présentations aussi? Oui, on peut envoyer la réponse Ok, par merci écrit ou beaucoup. Oui, oral. on va tout enregistrer, et on vous l'enverra par la suite. Ok, ça va, merci. Je fais juste une petite remarque pour les autres. On va essayer d'enregistrer la vidéo, donc on va essayer de pas trop la couper. Donc pour toutes les questions, voilà, posez-les dans le chat, on y répond en direct. Et comme ça, Juliette peut faire sa présentation d'un trait. Voilà. Merci. Donc voilà, Bruxeo, c'est la Confédération bruxelloise des entreprises à profit social. Donc on représente les patrons des ASBL de Bruxelles auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux bruxellois. Et donc ça, c'est notre mission première. Et dans notre équipe a aussi développé en parallèle des services pour nos membres et les membres de nos membres, dont le service en énergie dans le cadre duquel je peux vous faire le webinaire aujourd'hui. On a aussi un service en diversité et inclusion dans les entreprises et on est en train de développer également un service en digitalisation des entreprises non marchandes. Voilà, qui va voir le jour dans le mois qui vient. Je vais vous présenter brièvement les services en énergie pour que vous puissiez comprendre dans le cadre dans lequel je peux vous faire la présentation aujourd'hui et aussi comment est-ce qu'on va pouvoir vous épauler dans la suite de vos démarches en énergie à la suite de ce webinaire. Donc, le secteur à profit social, c'est assez large. Ça va de l'enseignement à l'aide sociale, aux soins de santé, au socioculturel. Donc, voilà, vous pouvez voir qu'on a un panel assez large de bâtiments auxquels on s'intéresse pour diminuer les consommations et augmenter leur performance énergétique. Et nos services sont subsidiés par Bruxelles Environnement. Ils sont totalement gratuits, ils sont bilingues et on est en partenariat avec l'ICED ASBL, qui est un bureau d'études pour avoir l'expertise complète auprès des ASBL. Et le projet dans le cadre duquel on peut fournir nos services s'appelle le pack énergie. Il y a aussi l'UCM, l'Union des classes moyennes, qui offre les mêmes services que les nôtres, mais alors pour les PME, donc les personnes qui sont présentes à ce webinaire, mais qui sont des PME. Je les invite à prendre contact avec l'UCM pour des services similaires à ceux que je vais présenter juste ici après. D'abord, quelle est la méthodologie de Bruxeo? C'est de vous faire prendre conscience dans un premier temps que la région de Bruxelles a un objectif en termes de performance du bâti à l'horizon 2050 et veut que le secteur tertiaire devienne neutre en énergie à cet horizon-là. Et donc, on a développé des services qui vont permettre, en tout cas aux structures non marchandes, d'y arriver. Ce qu'on propose dans un premier temps, c'est de peut-être un peu plus vite. Pardon. C'est de faire un diagnostic du bâtiment, d'analyser vraiment tous les aspects qui touchent à l'énergie dans le bâtiment
et de proposer des améliorations possibles et d'en faire un plan d'action en fait. Donc toutes ces améliorations, les planifier dans le temps, les phaser, les regrouper en certaines phases et les prioriser selon leur importance et les gains possibles et chiffrer certaines de ces mesures, c'est-à-dire les budgétiser, vous donner les primes qui existent, etc. Et puis on peut continuer à vous épauler dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le suivi de la gestion de votre bâtiment, en faisant un suivi de votre consommation et en vous aidant d'un point de vue technique et dans la planification de vos travaux. Et finalement, tout ça pour arriver à un bâtiment neutre en énergie. Donc c'est un processus long terme. Nous, on s'engage avec nos ASBL à vous suivre dans le long terme, à prendre contact avec vous de manière régulière pour vraiment avoir un suivi complet jusqu'à l'objectif de l'horizon 2050. Donc, comme je disais, il y a 7 services. Le premier, c'est le Quick Scan énergétique, où on va vraiment faire l'analyse complète du bâtiment. À la fin de ce service, vous avez un rapport qui reprend certaines mesures qui peuvent être mises en œuvre dans votre bâtiment, certaines avec des gros investissements, d'autres avec des investissements moins conséquents. Et on va surtout chiffrer certaines de ces mesures pour que vous ayez un ordre de grandeur, des gains possibles, des coûts d'investissement et des aides financières qui existent. On peut faire des diagnostics plus approfondis de certaines parties techniques du bâtiment, comme l'éclairage ou le chauffage. Donc, dans le cadre du chauffage, on va vraiment faire une campagne de mesure de l'installation de chauffage, des mesures de température, pour valider le bon fonctionnement de l'installation ou vérifier le système de régulation. En éclairage, on va plutôt s'intéresser au niveau d'éclairement dans un bâtiment, voir s'il répond au confort souhaité, et on va s'intéresser aussi à la performance, évidemment, de l'installation. Et puis, comme je le disais, on peut vous assister dans la phase de vos travaux, soit d'un point de vue technique, en vous donnant des critères à fournir aux installateurs, aux chauffagistes, aux entrepreneurs, soit en relisant certains devis de façon neutre, parce qu'on se veut incommercial. Voilà, enfin, pour toute question, on peut vous épauler. Et finalement, on peut aussi vous prêter du matériel pour approfondir votre diagnostic dans le bâtiment. On a des enregistreurs de température et d'humidité, des wattmètres qui mesurent la consommation électrique de petits équipements, des sondes CO2 qui ont été fort sollicités dans le cadre du Covid, et finalement, un luxmètre, ça permet de mesurer le niveau d'éclairement dans une pièce. Voilà. Donc, ah oui, il y a encore un service qu'on fait, pardon, j'ai passé la slide. C'est une animation pour le personnel et les occupants d'un bâtiment. C'est un service qui est pour le moment en stand-by dans le cadre de la crise énergétique, mais qu'on compte toujours offrir dans le long terme. Donc c'est une animation qui se veut ludique, qui se fait sous forme de quiz par équipe et qui permet aux participants de prendre conscience de la valeur de l'énergie et de certains comportements à adopter pour diminuer ses consommations au quotidien. Voilà, donc toutes les informations sont sur notre site. Vous avez ici notre adresse mail et notre numéro de téléphone. Et je vais pouvoir passer enfin à ce que vous attendez depuis le début, le contenu sur la régulation des installations techniques d'un bâtiment. Donc, la régulation optimale, qu'est-ce que c'est? Quel est le principe général de la régulation? Donc, le but d'un système de régulation, ça va être de régler une installation pour qu'elle fonctionne seulement au moment où on en a besoin et aux endroits où on en a besoin. Donc, qu'elle va répondre aux besoins réels qui sont liés à l'occupation du bâtiment. Donc, les questions qu'on va se poser à chaque fois qu'on régule une installation sont les 3 suivantes. Où sont mes besoins? Quand? Et en quelle quantité, combien? La quantité, elle va dépendre de ce qu'on régule. Si c'est en chauffage, ça va être quelle est la température qu'on a besoin. Si c'est en éclairage, quelle est l'intensité de lumière qu'on a besoin? Est-ce que j'ai déjà du soleil? Est-ce que j'ai beaucoup d'éclairage naturel? Est-ce que c'est une activité précise? Est-ce que j'ai besoin de plus éclairer que juste une zone de passage? Et puis en ventilation, ça va être le débit de renouvellement d'air. Quel est l'apport d'air frais qu'on va devoir faire pour que l'air intérieur soit respirable et agréable? Donc on va d'abord s'intéresser au chauffage. C'est la partie qui va permettre le plus grand gain d'énergie parce que le chauffage représente souvent 70% de la consommation finale d'énergie dans un bâtiment.
Et la régulation permet parfois d'aller jusqu'à 20% d'économie sur la partie qu'on régule. Donc ici, voilà, on peut se rendre compte que la régulation du chauffage va permettre vraiment un grand gain d'énergie sur une période de chauffe. Donc, dans les principes généraux d'une installation de chauffage, c'est qu'on va avoir une chaudière, ça peut être aussi une pompe à chaleur ou d'autres équipements, mais qui vont produire la chaleur. Le rendement de cette chaudière va influer sur le rendement global de l'installation de chauffage dans le bâtiment. Ensuite, une fois que l'énergie est produite, donc que l'eau est chaude, elle va être distribuée dans des radiateurs ou dans des conduites de chauffage par le sol ou des convecteurs. Et lors de la distribution, il y a des risques de perte énergétique parce que les conduites passent dans des zones qui sont plus froides ou parce qu'on fait circuler l'eau à des moments inopportuns. Donc voilà, le rendement de cette installation de distribution va aussi influer le rendement global, comme on peut le voir ici. Puis il y a l'émission, le choix du système d'émission, qui est souvent des radiateurs dans la plupart des bâtiments, et la performance de ces radiateurs. Et puis finalement, il y a la régulation qui est représentée ici en vert, qui reprend le régulateur ou le thermostat, et également les vannes thermostatiques. Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui principalement. Je vais passer directement ici. Donc la régulation de l'installation de chauffage, on va s'intéresser à piloter l'installation pour qu'on ait la température de confort souhaitée, donc en fonction des besoins liés aux occupants qui sont dans le bâtiment. Si c'est des enfants, on va avoir un besoin différent que si ce sont des travailleurs en activité physique. Donc la température de confort quand c'est nécessaire, donc quand le bâtiment est réellement occupé, et dans les pièces où il y a réellement de l'occupation. Ici, on représente, c'est un schéma simplifié d'une installation de chauffage. Donc on a ici la chaudière, les conduites de circulation, un circulateur, donc une pompe, un radiateur. Et alors en rouge, on a tous les éléments qui sont relatifs à la régulation. Et c'est l'explication de chacun de ces éléments que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre leur fonctionnalité et comment les régler pour qu'on puisse avoir une régulation la plus optimale possible. Alors, c'est Sibelga qui propose ce schéma assez simplifié de la régulation du chauffage dans une maison. Donc on voit ici un petit bonhomme qui regarde le thermostat qui est connecté avec la chaudière. Et le régulateur de cette chaudière. Ce régulateur, on voit qu'il est relié à une sonde extérieure, aussi à la température de la chaudière, et puis un dernier élément qui sont les vannes thermostatiques qui vont aussi permettre d'optimiser la régulation de l'installation de chauffage. Donc tous les éléments que je viens d'identifier ici, on va s'y intéresser maintenant et comprendre leur fonctionnalité. Donc tout d'abord, le régulateur de la chaudière. Ils peuvent se trouver sous différentes formes et à différents endroits dans un bâtiment. Donc souvent, ils sont soit sur la chaudière même, comme les deux ici. Vous voyez bien ma souris, hein? J'espère, oui, ok. Les 4 ici, ce sont des régulateurs qu'on trouve généralement dans une armoire électrique dans la chaufferie. Et alors les deux ici, ce sont des régulateurs qui sont déportés, qui sont souvent confondus avec le thermostat, mais sur lesquels on va pouvoir paramétrer les mêmes paramètres que sur ceux que j'ai montrés ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir régler sur le régulateur de la chaudière? Tout d'abord, un horaire, donc une mise en marche et arrêt de la production de chaleur et de la circulation de l'eau dans le bâtiment. Donc on voit ici le petit boîtier ici, c'est en fait le régulateur de la chaudière qui va être relié donc à la chaudière même, au circulateur, et les éléments ici, on en discutera après. Et alors une température de départ vers les radiateurs, c'est le deuxième réglage qu'on va pouvoir régler ici. C'est ce petit paramètre ici en fait, c'est la température de l'eau qui part dans les radiateurs. Et dans certains cas, on va pouvoir régler une consigne de jour et de nuit de la température. Donc on va vous inviter, comme vous allez le voir après, à diminuer la température de consigne lorsque le bâtiment n'est pas occupé, et ce qui est relatif à la température de nuit.
Donc l'horaire, voilà. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un régulateur Tempolet qui est assez répandu, où ici on a une horloge analogique, mais il existe aussi ce format avec des horloges numériques. Et on va pouvoir régler, ici c'est avec des petites pins de couleur rouge et bleue, les périodes de la journée durant laquelle le bâtiment est occupé, durant laquelle on veut que le chauffage soit allumé. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'allumer le chauffage 1h30 à 2h avant l'occupation du bâtiment et de l'éteindre 1 heure avant la fin de l'occupation du bâtiment. Pourquoi? Parce que le bâtiment est chaud, il y a une inertie dans le bâtiment et quand on coupe le chauffage, on ne va pas directement perdre sa chaleur. La chaleur va pouvoir encore rester dans le bâtiment jusqu'à la fin de l'occupation. Donc voilà, ça peut permettre déjà un petit gain. Un point d'attention sur lequel je voulais insister, c'est quand on a comme ça des régulateurs comme celui-ci, mais sur la plupart des installations aussi, on a un petit bouton manuel qui nous donne le mode qu'on choisit pour la programmation de l'installation de chauffage. Ici, c'est très petit, mais donc on a une petite main, une horloge, un soleil et une lune. La petite main désigne que le programme sera en manuel. Donc ça veut dire qu'on on sera toujours, soit l'installation est allumée, soit elle est éteinte. Soit on est en mode horloge et alors on respecte le programme qui a été réglé. Soit on est en mode jour et alors on est toujours sur le réglage de l'installation de jour. Et soit on est en mode nuit, la petite lune, et on va, la chaudière va tourner pour atteindre la température de consigne de nuit. Donc là, je vais en venir du coup, pardon, c'est pas le bon slide, au réglage de la température de consigne. Qui se fait donc sur le même régulateur comme je le disais. Nous, on vous conseille une température de 19 degrés en période d'occupation pour les occupations normales, si je peux dire, évidemment dans des crèches avec des personnes malades, etc. On aura une autre consigne de température nécessaire. Et alors la nuit, on peut diminuer la température de consigne jusqu'à 12 degrés. Alors ça ne veut pas dire que la nuit il fera 12 degrés dans votre bâtiment. Ça veut dire que l'installation de chauffage ne s'allumera pas tant qu'on n'atteint pas les 12 degrés dans le bâtiment. Généralement, il y a assez d'inertie dans le bâtiment et les murs sont suffisamment isolés, même s'ils ne sont pas isolés en tant que tels, pour que le bâtiment ne descende pas en dessous de 15 degrés le temps d'une nuit, à moins qu'il y ait vraiment un très grand froid. Alors, on veut insister sur l'importance du ralenti de nuit et de l'intermittence. Donc, on vient de voir comment régler un horaire et comment régler une température de consigne. Donc, ce qu'on vous incite à faire, c'est pendant la période d'inoccupation, mettre l'installation en mode nuit. Donc, le mode nuit, la petite lune. Pourquoi? Parce que si on le laisse en mode jour de façon permanente, on va avoir donc une température de 20 degrés qui reste tout le long de la nuit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pertes de chaleur à travers une paroi dépendent de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de cette paroi. Si on reste à une température de 20 degrés à l'intérieur, on va donc avoir une perte beaucoup plus grande de chaleur vers l'extérieur et donc on va devoir fournir plus de chaleur dans la pièce vu qu'on veut maintenir cette température à 20 degrés. Tandis que si on décide de bien vouloir descendre jusqu'à 15-12 degrés, donc on va avoir une perte de chaleur vu qu'il n'y aura plus d'apport de chauffage, donc on va avoir une diminution de la température dans la pièce. Mais l'apport de chaleur ne sera plus nécessaire pour garder les 20 degrés. Donc toute la zone assurée ici en mauve, c'est l'économie d'énergie qui est réalisable lorsqu'on éteint le chauffage la nuit. Alors il y a une fausse idée reçue qui est qu'on consomme plus d'énergie alors pour ramener la pièce à température après la nuit. C'est totalement faux.
Il n'y a pas de besoin de plus d'énergie, on a besoin d'une plus grande puissance, mais ce n'est pas relatif à la consommation de gaz au final qu'on va devoir consommer pour ramener à température la pièce. Donc au final, la régulation optimale qu'on vous propose, c'est celle-ci, c'est 2 heures avant, 1 heure et demie à 2 heures avant l'occupation. Donc en vert, ce sont les périodes d'occupation du bâtiment. On allume le chauffage pour une consigne de température de 19 degrés. On reste à cette consigne pendant toute la durée d'occupation et on l'éteint 1 heure avant la fin de l'occupation. En bleu, on voit alors que la température dans le bâtiment diminue et elle recommence à augmenter quand on allume le chauffage et rebelote dans la seconde phase d'occupation du bâtiment. Alors maintenant, on va s'intéresser à la régulation climatique. C'est peut-être un terme que vous avez entendu plusieurs fois. Régulation climatique, régulation en température glissante, on peut dire aussi. C'est quand votre installation de chauffage est reliée à une sonde extérieure. Dans ce cas-là, alors, la sonde extérieure va donner l'information de la température extérieure à votre régulateur de la chaudière, qui est un régulateur climatique, alors dans ce cas-là. Et ce régulateur va donner information à la chaudière et parfois à une 23 watts, j'expliquerai plus tard, de la température de l'eau qui doit être envoyée dans les radiateurs. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, on a... Excusez-moi, je me perds dans les slides. On a des besoins en chaleur qui vont être différents en fonction de la température extérieure. S'il fait froid dehors, on va avoir besoin de plus chauffer et d'avoir de l'eau plus chaude dans les radiateurs que s'il fait doux dehors. Alors de l'eau mi-chaude, qui tend vers le tiède, sera suffisante pour amener la chaleur nécessaire dans la pièce. Donc, sous forme de schéma, on a donc la sonde extérieure qui donne la donnée de température extérieure. Dans le régulateur est réglée la courbe de chauffe qui, elle, va traduire cette température extérieure en une température de consigne pour l'eau qui sera envoyée dans les radiateurs. Donc cette consigne, elle est envoyée soit à la chaudière, soit à une 23 voies. Les 23 voies, je m'adresse plutôt aux personnes qui ont des grandes installations de chauffage dans leur bâtiment. Et donc plusieurs circuits secondaires de distribution. Quand vous avez une 23 voies, c'est une vanne motorisée qui mélange en fait le retour de l'eau du circuit, donc de l'eau froide, et le départ du circuit de l'eau chaude pour fournir alors une eau qui est à la température souhaitée, donc la température de consigne ici liée à la courbe de chauffe dans le circuit de distribution. Mais retenez juste qu'on donne juste l'information de la température de l'eau qui est envoyée dans les radiateurs. C'est ça l'important. Et donc une courbe de chauffe, elle est bien paramétrée. Comment savoir si elle est bien paramétrée? Ça va dépendre du type de bâtiment dans lequel on se trouve, s'il est isolé, s'il ne l'est pas. De l'installation de chauffage qu'on a et surtout du mode d'émission. Si ce sont des radiateurs ou du chauffage par le sol, on va avoir une courbe de chauffe différente qui va être la plus adaptée. Et aussi du confort recherché. Si on a une température de consigne qui est plus élevée, on va avoir une courbe de chauffe différente que pour une température de consigne plus basse. Et donc on a deux paramètres différents qui peuvent être réglés, la pente de l'installation et le déplacement parallèle de l'installation. Ici, on peut voir, ce sont les courbes de chauffe de Viessmann, un fabricant de chaudières, qui, lui, conseille une pente de 1,4 pour les radiateurs et une pente de 0,7 pour le chauffage par le sol. Donc on peut voir que ce sont deux courbes très différentes. Tempolec, lui, conseille plutôt une pente de 1,6 pour les radiateurs. Donc, nous, on vous conseille, si vous avez l'impression que ce paramètre est à revoir dans votre installation de chauffage, de partir d'une valeur proche de 1,4 et 1,6 si vous avez des radiateurs. Et on va voir juste après comment modifier, en fonction du ressenti dans le bâtiment, cette courbe de chauffe. Mais donc, pour un exemple concret, par exemple, si on a une courbe de chauffe avec une pente de 1,6,
et qu'il fait 0 degré dehors, donc si on remonte ici, hop, sur la courbe, on va avoir une eau dans les radiateurs qui est de 55 degrés. OK. S'il fait moins 10 dehors, ce qui est très rare à Bruxelles, on va avoir de l'eau à plus ou moins 70 degrés qui sera envoyée dans les radiateurs. Pour du chauffage par le sol, on a un mode d'émission qui demande de l'eau beaucoup moins chaude et donc c'est pour ça qu'on a une pente beaucoup plus basse initialement. Alors, si vous avez des soucis de confort dans votre bâtiment, ce tableau pourrait vous aider à rerégler votre courbe de chauffe en fonction des ressentis. Donc on a un exemple, par exemple, on peut prendre ici le premier exemple. Partant d'où il fait froid et partant froid, il fait chaud. Donc si on reprend notre courbe ici, si partant d'où, donc à 10 degrés, il fait froid, ça veut dire que mon eau n'est pas assez chaude ici. Je vais peut-être prendre ce schéma-ci qui est plus clair. Donc s'il fait partant d'où froid, ça veut dire que mon eau ici n'arrive pas assez chaud. Donc il faudrait que les températures ici se retrouvent un peu plus haut. Je vois que vous ne voyez pas mon pointeur, je pense qu'ici vous le voyez mieux peut-être. Donc s'il fait partant d'où il fait trop froid dans le bâtiment, ça veut dire que la courbe ici est trop basse, donc il faudrait la remonter. Et si on reprend ici, partant froid, il fait trop chaud. Partant froid ici, il fait trop chaud, ça veut dire que je suis trop haut ici, donc il faut remonter ici la courbe et la descendre ici. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je diminue ma pente de ma courbe de chauffe et que je la remonte un peu ici. Donc comme ils disent ici, il faudrait diminuer la pente et augmenter le décalage, donc le déplacement parallèle de la courbe de chauffe. Donc ici, ce tableau pourrait vraiment vous aider. Vous aurez les slides à la fin de la présentation par mail, à régler votre courbe de chauffe en fonction des ressentis que vous avez dans le bâtiment. Alors, je voulais faire un point d'attention ici dans la courbe de chauffe de Wiesmann, qu'on a en fait la température de consigne de la température ambiante qui est similaire en fait au déplacement parallèle de la courbe de chauffe. Voilà, c'est un petit détail. Ici, je voulais montrer de nouveau avec le même régulateur, le réglage de la courbe de chauffe qui se fait ici en réglant seulement le deuxième point de l'installation, donc celui-ci est fixe, et on vient régler en fait pour la température minimale paramétrée pour l'installation, qui est en général moins 8 degrés, comme je l'ai mis ici. Donc si on prend pour des aérothermes, on est à 80 degrés, donc on a la courbe de chauffe qui était réglée dans un premier temps. Si on prend pour du chauffage par le sol, on aurait cette courbe-ci. Donc au lieu de régler une pente, on va en fait régler le deuxième point de l'installation. Voilà. Différentes sortes de réglages possibles pour au final arriver à la même chose. Alors ensuite, on va parler du thermostat d'ambiance. Donc le thermostat d'ambiance, il va permettre de donner un feedback à l'installation de chauffage de la température qu'il y a dans le bâtiment. Donc elle va permettre de dire à l'installation si la température de consigne dans la pièce dans laquelle se trouve le thermostat est atteinte. Si cette température elle est atteinte, alors on va venir éteindre l'installation de chauffage. C'est à ça que sert le thermostat. En général, s'il y a plusieurs circuits secondaires, il y a un thermostat par circuit secondaire dans le bâtiment. Donc ici, j'ai mis différents exemples de thermostats qui existent. Et comme on voit ici, il va être lié au régulateur de la chaudière. Donc il va venir éteindre la chaudière, mais aussi la circulation de l'eau chaude dans les radiateurs. Donc il existe plusieurs plusieurs types de systèmes de régulation dans lesquels on peut trouver un thermostat. Soit, comme je viens de le montrer, un thermostat qui est régulé du coup qui est relié avec un régulateur climatique, donc comme je viens de présenter avec la courbe de chauffe. Soit il n'y a pas de régulateur climatique, donc il y a simplement un thermostat qui va venir donner l'information et à la chaudière et au circulateur de s'arrêter lorsque la température de consigne est atteinte.
Et finalement, ça, c'est vraiment dans les très vieilles installations où le thermostat va juste réguler la circulation de l'eau chaude, mais la chaudière va tourner en permanence. C'est évidemment pas le système de réglage le plus optimal et c'est un système qu'on vous invitera alors à changer si c'est votre cas chez vous. Donc sur un thermostat, qu'est-ce qu'on peut régler? De nouveau l'horaire et surtout la température de consigne dans la pièce dans laquelle on se trouve. Donc c'est très important de placer son thermostat au bon endroit. Donc il y a 2 critères très importants. Il faut que ce soit une pièce qui est occupée pendant la durée de marche de l'installation. Pourquoi? Parce que si on met un thermostat, avec une consigne de 20 degrés pour le bâtiment, dans une pièce qui n'est pas occupée, ça veut dire qu'on va devoir chauffer cette pièce pour rien. Sinon, le feedback ne servira à rien parce que, si on met ce thermostat dans une pièce qui n'est pas chauffée, où on a fermé les vannes par exemple, on n'atteindra jamais les 20 degrés et l'installation tournera tout le temps. À l'inverse, enfin ça j'expliquerai plus tard, pardon, je vais trop loin. Donc très important de mettre dans une pièce occupée et ensuite de mettre idéalement dans une pièce qui est un peu plus difficile à chauffer. Donc si on est dans une pièce qui est plein sud, avec plein d'ensoleillement, elle va très rapidement atteindre les 20 degrés de consigne. Et donc l'installation de chauffage va rapidement s'éteindre, alors que les pièces qui se trouvent au nord et qui ont que très peu d'ensoleillement n'auront pas encore atteint la température souhaitée, mais n'auront plus de chauffage vu que le thermostat aura donné la consigne de ne plus amener de chauffage dans le reste du bâtiment. Donc c'est très important de plutôt mettre le thermostat dans les pièces en façade nord qui ont un peu plus de mal à se chauffer. Donc ici, comme je vous le disais, le déplacement parallèle peut être lié à la température de consigne de l'ambiance. Et donc faites attention quand vous changez ce paramètre, parfois vous changez en fait l'état de votre courbe de chauffe quand vous avez un régulateur climatique. Alors, dans certains cas, on n'a pas de thermostat, donc je voulais revenir sur ce cas spécifique. Quand on a une courbe de chauffe mais pas de thermostat, et qu'on fait un abaissement nocturne, donc on change quand même la température de consigne via le régulateur de la chaudière et non pas via le thermostat. En fait, on a un abaissement de notre courbe de chauffe. Donc ici, on a la courbe de chauffe en journée, donc comme je me mets dans la légende ici, et en vert, la courbe de chauffe la nuit. Et donc, pour 5 degrés dehors, par exemple, une nuit, on va chauffer l'eau jusqu'à seulement 35 degrés, alors qu'en journée, on la chauffait jusqu'à 50 degrés. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne quand il n'y a pas de thermostat, mais qu'on a une régulation climatique dans le bâtiment. Je vais finalement vous parler des vannes thermostatiques, qui sont un organe très très utilisé dans les bâtiments et très très utile. Donc qu'est-ce qu'ils permettent? Elles vont être placées sur chaque radiateur et les vannes thermostatiques, elles ont dans le bulbe en fait une sonde de température qui va mesurer la température de l'air ambiant dans la pièce, donc l'air qui se trouve autour du bulbe de la vanne. Et en fonction de cette mesure, elle va ouvrir ou fermer. Donc ici, on voit que c'est ouvert, ici, on voit que c'est fermé. Le débit d'eau qui va dans le radiateur. Donc il faut imaginer qu'ici, il y a un radiateur. Donc qu'est-ce que c'est? In fine, c'est un organe qui va permettre de réguler le débit d'eau chaude qui va être amené dans le radiateur en fonction de la température mesurée dans la pièce. Donc sur une vanne, une vanne thermostatique, les numéros désignent en fait des consignes de température, qui est donc la température qui est souhaitée dans la pièce dans laquelle se trouve la vanne thermostatique. Le 3 désigne une température d'environ 20 degrés pour la plupart des vannes. Le 2, 17 degrés. Et pour information, le 5, c'est entre 24 et 28 degrés pour certaines vannes. Donc nous, on va vous conseiller de les régler pour une occupation normale d'un local, occupation humaine, entre 2 et 3 pour atteindre une consigne de 19-20 degrés.
Ici, j'ai de nouveau mis le lien ici, c'est une fiche de Sibelga à nouveau, qui donne les réglages optimaux pour différents types d'occupation des locaux dans une maison, que je vous invite à regarder pour chez vous. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la vanne thermostatique permet de donner une consigne de température pour le local dans lequel elle se trouve et qu'elle va réguler le débit d'eau chaude qui est amené dans le radiateur. Donc ce que je vous propose, c'est de vérifier que vous ayez bien compris le fonctionnement d'une vanne, en vous posant 2 petites questions, par rapport à leur régulation. Donc on a un premier exemple qui est que dans un local inoccupé, la consigne des vannes thermostatiques a été réglée sur l'étoile. L'étoile, c'est la consigne hors gel, c'est-à-dire que la vanne est fermée tant qu'il n'y a pas de risque de gel dans le bâtiment, et dans le radiateur. Pour quand la personne qui arrive dans ce local inoccupé vient occuper la pièce, est-ce qu'il vaut mieux régler cette vanne sur 3 ou sur 5 pour atteindre les 20 degrés dans la pièce au plus vite? Donc je vais inviter à ceux qui pensent qu'il faut la régler sur 3 de préférence, à peut-être lever la main. C'est peut-être la façon la plus facile de vérifier les réponses. Pour le moment, il y a une moitié qui la réglerait sur 3. Et 3 est la bonne réponse. Donc pourquoi j'ai posé cette question? En mettant la vanne sur 5, on va venir donner une consigne de température de 24 à 28 degrés dans la pièce. C'est pas pour autant que le radiateur va recevoir de l'eau plus chaude dans le radiateur. Donc on va pas chauffer plus vite si on met la vanne sur 5 que si on met la vanne sur 3. Donc c'est sur ça que je voulais insister. Mettre la vanne sur 3 est tout à fait est le plus approprié. Pourquoi? Parce que c'est la consigne de température qu'on souhaite dans cette pièce. On veut une consigne de 20 degrés. Donc on met la vanne sur 3 et c'est pas pour ça que, on chauffera moins vite la pièce, en la mettant sur 5. Le deuxième exemple, c'est donc dans un local occupé. L'expérience des occupants montre que la bonne température est atteinte avec une consigne de 3. Il y a un jour où la température est inférieure et donc la température intérieure pardon, est insuffisante, donc on est plus bas que 20 degrés. Est-ce qu'il faut augmenter la vanne sur 4 pour atteindre le confort souhaité? Ça, je vous invite de nouveau à lever la main si vous pensez qu'il faut mettre la vanne sur 4. OK, il y a très peu de personnes, qui pensent que c'est le cas. C'est tout à fait juste. En mettant la vanne sur quad, c'est le même principe. On va pas augmenter, le débit, d'eau chaude qui va arriver dans le radiateur en mettant la vanne sur 4. Vu que la température n'est pas atteinte dans la pièce, là, normalement, avec la consigne sur 3, la vanne, elle reste ouverte parce on a encore besoin de chauffer le local. Donc en mettant la vanne sur 4, on ne va pas augmenter le débit. Le mauvais paramètre ici serait que l'eau ne vient pas assez chaud, en fait. Mais le débit est tout à fait bien régulé comme il doit l'être. Donc ce qu'il faut retenir pour les vannes thermostatiques, c'est que les numéros donnent des consignes de température, donc qui peut être réglé par les occupants des différents locaux. Et c'est pas parce qu'on met un chiffre plus élevé qu'on va atteindre plus vite une température. C'est vraiment pas une mesure de vitesse, mais juste de température. J'ai expliqué au début que la vanne mesurait la température de l'air ambiant. Donc c'est très important de venir placer la vanne thermostatique correctement sur le radiateur. On a ici 3 exemples qui sont mauvais, où la vanne n'est pas mise de façon horizontale, mais verticale, et on a donc directement l'air chaud qui rentre dans le bulbe, l'air chaud du radiateur qui rentre dans le bulbe, ce qui fait que la mesure de température est erronée. Et ici, le radiateur se trouve dans une niche, et donc on va préférer déporter la mesure de température avec un système électronique de déport de mesure de température dans cette configuration qu'on retrouve par exemple souvent dans les crèches. Ici, je vous ai mis quelques exemples de vannes
thermostatiques qui existent. Donc ici, ce sont les vannes manuelles qu'on veut éviter à tout prix dans le bâtiment. Les vannes manuelles, elles donnent juste un débit constant de l'eau chaude dans le radiateur, mais donc quand la température souhaitée est atteinte, le débit continue à être amené dans le radiateur, donc on veut absolument pas ça. On a les vannes classiques représentées ici, des vannes classiques, mais où il y a possibilité de bloquer le champ de réglage entre deux chiffres. Donc, par exemple, on pourrait bloquer avec un maximum sur le 3, comme ça les personnes ne montent pas au-dessus de 3 dans leur réglage. Il y a les vannes thermostatiques programmables. Donc ici, on peut venir programmer un horaire avec une consigne de température, un peu comme pour un thermostat. Ça peut être pratique dans un bâtiment où on a des locaux avec une occupation très variée. Donc, où c'est rare que tout le bâtiment en entier soit occupé en même temps, de la même manière. Alors, si c'est le cas, on préfère des vannes programmables. Et puis, il y a les vannes institutionnelles qui sont pré-réglées en fait sur une consigne de température et qui tournent flou. Ça, c'est pratique dans des lieux où il y a beaucoup de passages et des occupants qui varient fortement d'une journée à l'autre dans un bâtiment, comme des écoles ou des accueils de jour, etc. Alors, et finalement, il y a un dernier point d'attention pour le chauffage, et après on va pouvoir passer au reste, c'est que dans la pièce où se trouve le thermostat, il faut absolument laisser la vanne thermostatique ouverte. Pourquoi? Parce que si on met la vanne sur 2, donc on donne une consigne de température de 17 degrés environ, 17-18 degrés, mais que le thermostat est sur une consigne de 20, vu qu'on a mis la vanne sur 2, lorsque la température de 17-18 degrés est atteinte, le débit d'eau chaude sera arrêté dans les radiateurs et donc on n'aura plus d'apport de chaleur. Et donc on ne va jamais venir éteindre l'installation chauffage par l'intermédiaire du thermostat, vu que la consigne souhaitée par le thermostat ne sera jamais atteinte. À l'inverse, si on met la consigne sur 5, même si ça signifie une consigne de température de 24 degrés, une fois que la consigne de température de 20 degrés sera atteinte, on va venir éteindre l'installation de chauffage, donc on n'aura même plus de débit d'eau chaude dans le radiateur où il y aura la consigne sur 5. Donc ça, c'est la seule exception où on accepte que vous mettiez votre vanne sur 5 dans le bâtiment. Donc pour résumer, on se posait 3 questions pour réguler notre installation de chauffage. Combien, où et quand? Combien, donc c'est pour venir ajuster la puissance délivrée dans le radiateur. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ajuster le débit dans le radiateur via la vanne thermostatique, mais aussi on va changer la température de l'eau qui se trouve dans le radiateur, et ça c'est via la courbe de chauffe et la température d'ambiance. Et pour le où, on va venir chauffer que les locaux dans lesquels on a besoin de chaleur, donc ça c'est via le thermostat et les vannes thermostatiques. Et le quand, c'est surtout via l'horaire, qui lui est possible via le thermostat, le régulateur de la chaudière, mais aussi en jouant avec les vannes thermostatiques si exceptionnellement il y a un local qui est inoccupé, on peut venir fermer la vanne thermostatique. Voilà, je vous ai mis ici quelques liens. Dans le titre de ces liens, on voit la thématique auquel elle fait référence. Certains de ces liens, je les ai utilisés pour la présentation d'aujourd'hui, d'autres vont plus loin que ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, ça vous donne des outils pour approfondir la thématique du jour. Je vais passer rapidement à la ventilation. Oui, Juliette, ouais. je vais peut-être voir s'il y a des questions après cette partie chauffage. Oui, enfin, comme il reste qu'une demi-heure, peut-être s'il n'y a pas de questions d'emblée, continuer, je propose. Ok. Bah, s'il y a vraiment une question importante dans le chat, tu peux me couper. Donc la ventilation, pourquoi il faut ventiler? Un bref rappel, c'est pour pouvoir évacuer les polluants intérieurs dans un bâtiment. Donc il y a 4 types de polluants, les bioeffluents, ceux dont on a beaucoup entendu parler dans le cadre du Covid, donc le CO2 et les aérosols. Et puis il y a l'humidité et les odeurs qui sont liées à l'activité humaine dans un local. Il y a les émissions des matériaux qui se trouvent dans le bâtiment, les murs, le mobilier. Et finalement, il y a des polluants plus spécifiques à certaines activités dans le bâtiment, comme la fumée de tabac, les particules fines,
parfois des polluants chimiques, etc. Donc, l'objectif de la régulation va être similaire. Ça va être de piloter l'installation pour qu'on ait un air sain, un air respirable et de qualité quand c'est nécessaire et dans les zones qui sont polluées, donc le où. Je vais vous donner des conseils de régulation pour 3 types de systèmes de ventilation différents, le A, le C et le D. Je vais expliquer ce que c'est. On ne va pas s'intéresser au B aujourd'hui parce que c'est vraiment un système qu'on voit très rarement dans les bâtiments. Et donc, je vais garder les systèmes les plus présents dans le bâti bruxellois. Donc le système A, c'est une alimentation et une évacuation d'air naturel dans le bâtiment. Donc on ne va pas avoir d'extracteurs, de moteurs qui vont permettre d'évacuer ou d'amener de l'air. La ventilation se fait que par les faiblesses de l'enveloppe. Donc soit les châssis qui sont pas très bons, donc on a de l'air qui passe, soit l'ouverture même des châssis ou certains pores dans les murs ou d'autres parois. Et donc on n'a pas de système de régulation possible dans ce cas-ci. Ce qu'on peut vous conseiller pour limiter votre consommation, c'est de privilégier plutôt une ventilation intensive et de courte durée. Donc, ouvrir en grand la fenêtre pendant une courte durée et en éteignant le chauffage. Pourquoi? Parce que donc, avec une grande ouverture, on va permettre un renouvellement d'air complet de la pièce. Donc, l'air sera sain après cette grande ouverture, mais l'apport d'air froid ne sera pas d'une durée assez longue pour engendrer un refroidissement des murs dans la pièce. Or, si on refroidit les murs, on va devoir plus chauffer. Pourquoi? Parce que le ressenti de température sera plus froid, mais aussi parce qu'il va falloir ramener les murs à température pour limiter les pertes de chaleur aussi. Voilà. Ensuite, on a le système C. Le système C, c'est seulement une extraction de l'air qui est mécanisée, mais les apports d'air qui se font de façon naturelle, comme pour le système A, via les faiblesses de l'enveloppe, des grilles de ventilation ou l'ouverture des fenêtres. Donc ici, pour limiter les pertes d'énergie, on va extraire l'air qu'au moment où on a besoin. Ces moments-là, on peut les déterminer soit en venant réguler via une sonde CO2 ou d'humidité. Mon mot n'est pas terminé. Donc CO2, ça va être lié du coup à l'occupation humaine. Quand on parle, on dégage beaucoup de CO2, donc ça va être mesuré dans ce cadre-là. L'humidité, c'est plutôt pour les sanitaires, après une douche ou dans les lieux avec des toilettes, etc. Mais dans certains cas, un interrupteur avec une minuterie va suffire. Ça va être moins coûteux et ça va permettre la même performance de l'installation. Par exemple, dans une douche, si on allume la lumière et que ça engendre la mise en fonctionnement de l'extracteur et qu'on laisse après un certain temps via une minuterie l'extraction allumée, on va pouvoir évacuer toute l'humidité liée à la douche et limiter du coup éviter que l'installation d'extraction fonctionne en permanence, comme je l'ai barré ici, c'est vraiment pas optimal. Donc, pour résumer, quand on a des capteurs CO2 ou des détecteurs de présence qui peuvent permettre aussi la même chose, on parle de ventilation à la demande. Donc, ils peuvent se faire via le captage du CO2 de la présence ou alors pour des sanitaires plutôt en fonction de l'humidité. La programmation horloge dans certains bâtiments suffit si l'occupation est régulière. Donc, il ne faut pas spécialement aller vers des systèmes de régulation compliqués et très numérisés, très digitaux. Parfois, une horloge, si ce sont des bureaux qui sont toujours occupés par le même nombre de personnes de 8h à 16h, une programmation horloge de votre ventilation est bien suffisante pour qu'elle soit performante. Donc ça, c'est un point sur lequel on voulait insister également. Et puis, il y a le système de ventilation D, qui lui, c'est avec une alimentation et une évacuation mécanique de l'air.
Via ce système-là, on a souvent l'opportunité d'utiliser un récupérateur de chaleur. Donc, on va récupérer la chaleur de l'air extrait du bâtiment, donc de l'air pollué, et on va la restituer dans l'air neuf, donc dans l'air extérieur. Donc, l'air extérieur, ici, c'est un exemple qui arrive à 0 degré, va échanger, donc, et l'air extrait vont échanger leur chaleur, ce qui va permettre de rejeter un air plus froid que l'air extrait et de fournir dans le bâtiment un air beaucoup plus chaud que l'air extérieur. Donc, c'est un gain énergétique. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas devoir réchauffer l'air neuf dans le bâtiment. Quand on a un récupérateur de chaleur dans un système de ventilation D, donc double flux, il est souvent relié à un bypass. Le bypass, il va permettre de passer outre l'échange de chaleur. Ça peut être nécessaire, par exemple, en été, quand il a fait très chaud la journée et que la nuit, il fait plus frais, et qu'il fait alors plus frais dehors que dans le bâtiment. On va vouloir éviter de passer dans l'échangeur pour amener directement de l'air frais dans le bâtiment et évacuer la chaleur qu'on a accumulée dans le bâtiment toute la journée. Donc, pour éviter que le bypass s'ouvre aussi en hiver, on a mis un point d'attention sur la régulation de ce bypass pour qu'il soit bien fermé à partir d'une certaine température ou en tout cas entre 2 dates configurables pour éviter qu'il ne s'ouvre l'hiver, comme je viens de l'expliquer. Et puis, finalement, il y a la post-chauffe qui est possible aussi dans certains systèmes D. Ce n'est pas le cas pour tous les systèmes D, mais une grande partie. Donc, après le passage dans un échangeur de chaleur, l'air peut passer via une batterie de chauffe ou via une résistance électrique. Il peut être réchauffé avant d'être pulsé dans le bâtiment. Si vous avez ce genre d'éléments dans votre système de ventilation, on va vous pousser à régler la température de l'air pulsé à maximum 18 degrés. Grand maximum. Pourquoi? Parce que votre installation de ventilation, ce n'est pas votre système de chauffage. Il est moins performant pour chauffer le bâtiment que votre système de chauffage. Donc, il vaut mieux mettre de l'air à 18 degrés qui va permettre quand même le confort des occupants. C'est vrai que si on pulse de l'air à 10 degrés, c'est pas très confortable, mais 18 degrés permet le confort bien suffisant. Et réchauffer cet air, finalement, via les radiateurs qui sont faits pour réchauffer votre bâtiment. Donc ça, c'est très important. Et on vous incite aussi à couper l'alimentation en eau chaude de cet élément, si c'est une batterie de chauffe, l'été. Donc couper le circuit, fermer la vanne, arrêter votre circulateur pour éviter une perte inutile l'été. Donc en résumé, pour un système de ventilation double flux, on va préférer une ventilation à la demande si ce sont une occupation assez variable dans le bâtiment, soit via une sonde CO2, soit via une sonde d'humidité. On vous a mis ici les paramètres à régler de préférence, soit via un horaire si c'est une occupation régulière. Faites attention à mettre une température de pulsion de maximum 18 degrés et faites attention aux paramètres d'ouverture du bypass s'il y en a un dans votre système double flux. À nouveau, je vous ai mis quelques liens pour vous renseigner à ce sujet. Je suis passée plus vite sur la ventilation, ça concerne un plus petit nombre de bâtiments. Ces liens, surtout les liens sur le guide bâtiment durable, sont assez complets et vont assez loin techniquement. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là aussi, on reste disponible évidemment par téléphone ou mail. Puis finalement, on va passer à l'éclairage. Le principe est de nouveau le même. Il faut éclairer à certains endroits, à certains moments, et avec une intensité de lumière qui va dépendre du type d'activité qu'il y a dans la pièce, mais aussi du niveau d'ensoleillement possible dans la pièce, de l'apport de lumière naturelle possible dans la pièce. Pour le OU, il est important de bien partitionner les différentes zones de votre bâtiment pour éviter de n'éclairer une trop grande zone du bâtiment qui n'est pas occupée.
Donc, je prends l'exemple typique d'un open space ou d'une cage d'escalier. On va essayer d'éviter d'éclairer tout l'open space complet, alors qu'il y a par exemple que les 4 bureaux ici qui sont occupés la journée. Dans une cage d'escalier, pareil, parfois on ne monte que 2 étages, mais quand on appuie sur l'interrupteur, en fait, c'est toute la cage d'escalier qui est allumée. Donc en fait, c'est important d'essayer de scinder votre circuit électrique pour que, les interrupteurs n'allument que certaines zones. Ici, je l'ai divisé en 4 zones, par exemple, l'open space et la cage d'escalier en 2 zones, pour limiter, les pertes d'énergie et d'éclairer, en fait, au mauvais moment, les mauvais endroits. Donc ça, c'est le premier principe pour l'éclairage. Pour le camp, il existe plusieurs, façons, de réguler, la mise en marche et arrêt de son éclairage. Soit un simple interrupteur on-off, qui est parfois plus que suffisant, si on a des occupants qui sont sensibilisés. Par exemple dans des bureaux où c'est des bureaux pour 2-3 personnes, et que les personnes ont pour habitude d'éteindre la lumière quand elles quittent le bureau, c'est plus que suffisant. On peut aussi utiliser des boutons poussoirs, donc on trouve souvent ça dans les cages d'escalier, donc c'est, un interrupteur sur lequel il n'y a pas de on-off, on peut juste appuyer une fois pour que l'installation s'allume et sur base d'un minuteur, enfin grâce à un minuteur, l'installation va rester allumée un certain temps. Donc ça, c'est très adapté aux zones de passage, d'une installation parce qu'on a l'impulsion d'allumer quand on en a besoin mais on a rarement, on va rarement éteindre, un couloir, par exemple. C'est quelque chose que l'humain a moins l'habitude de faire, en tout cas de nos jours. Il y a 2 autres, gestions d'éclairage possibles, la détection d'absence ou de présence. Dans le cadre de la détection d'absence, il faut donner l'impulsion pour allumer la lumière, donc il y a un allumage volontaire de la lumière, comme dans le cadre du bouton poussoir. Et alors il va y avoir des sondes de détection d'absence. Donc tant qu'on ne détecte pas qu'il y a une absence dans la pièce, la lumière va rester allumée. À l'inverse, il y a la enfin inverse, pas tout à fait, mais il y a la détection de présence qui va détecter le mouvement dans une pièce et allumer, la pièce ou la zone de passage, avec le mouvement. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans les cages d'escalier. Ici, c'est plutôt quelque chose qu'on mettrait dans les open space, par exemple. On allume une zone de l'open space. Si on ne relève plus, de mouvement, ou de présence en tout cas dans cette zone, alors elle s'éteint. Mais c'est le même principe que pour la ventilation. Si, le système le plus simple, c'est-à-dire l'interrupteur ou le bouton poussoir, suffisent pour que votre installation d'éclairage s'allume seulement au moment où vous en avez besoin et aux endroits où vous en avez besoin, alors c'est très bien. Si vous avez un public qui est plus variable, et beaucoup moins sensibilisé, alors, opter pour des détecteurs de présence et d'absence, peut être intéressant pour faire des économies, d'énergie. Et puis finalement, il y a le combien. Donc votre installation d'éclairage déjà doit être dimensionnée, en fonction, de l'apport de lumière que vous devez amener dans la pièce. Comme je disais, ça dépend du type d'occupation. Si on a un travail minutieux de couture ou si, simplement un couloir avec une zone de passage, on aura besoin d'un apport lumineux très différent, pardon, pour le confort visuel, de la personne qui fait un travail minutieux. Il faut vraiment un bel éclairage. Si on a une zone fort éclairée par la lumière naturelle, beaucoup de fenêtres, des fenêtres de toit, et cetera, on peut installer une sonde de luminosité qui va, faire varier l'intensité de lumière, artificielle en fonction de l'apport de lumière naturelle pour que, in fine, dans la pièce, ce soit l'apport de lumière nécessaire pour l'activité qui s'y trouve. Il peut y avoir le même principe, mais manuellement, avec un dimmer, donc où on vient, ajuster l'apport de lumière artificielle, sur base du ressenti, humain. Et finalement, un petit point sur le LED, qui permet les installations d'éclairage les plus performantes de nos jours.
le LED, il est sous toutes les formes, sous ampoule, des panneaux, même les tubes qu'on trouve dans la plupart des bâtiments industriels existent sous forme de LED et peuvent remplacer, dans certains cas, les tubes fluo que vous avez dans vos bureaux. Donc comme je disais, sous plusieurs formes, ils ont une très longue durée de vie, une très bonne efficacité énergétique et tous les coloris sont possibles. On a toujours la vision du LED, qui fait une lumière bleue, mais il est très possible de trouver, une lumière un peu plus chaleureuse avec, de l'éclairage LED aussi. Un point d'attention quand même sur, le dimensionnement de votre installation pour que, votre apport de lumière artificielle corresponde vraiment aux besoins que vous avez dans le local où se trouve l'éclairage. Et ça demande une étude particulière. Bruxeo peut également vous aider, à ce niveau-là. À nouveau, je vous ai mis ici un peu plus restreint, mais dont des fiches, de Bruxeo, dans lesquelles on vous parle de critères techniques pour une installation d'éclairage. Si vous souhaitez changer votre éclairage, elles peuvent vous être utiles et surtout n'hésitez pas à nous contacter, dans ce cas-là. En conclusion de ce webinaire, je suis tout pile dans les temps, pour nous laisser 15 minutes de questions-réponses. Mais ce qu'il faut retenir, maintenant, suite à ce webinaire-ci, et comment vous allez pouvoir passer à l'action. Donc un système de régulation optimal, il va dépendre de chacun des bâtiments, en fonction de l'occupation du bâtiment que vous avez, quels sont les occupants, quels sont vos horaires, est-ce qu'ils sont variés. Tout ça, va engendrer, le choix d'un système de régulation, et de paramètres, plus optimaux ou non. Et ensuite, le point de départ, ça va être de bien comprendre votre système de régulation pour pouvoir bien choisir vos paramètres et donc bien régler votre installation in fine. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, à la suite de ce webinaire, c'est d'identifier à quel type de système de régulation vous avez dans votre bâtiment, pour le chauffage, pour la ventilation, pour l'éclairage. Ensuite, éventuellement de trouver les modes d'emploi de vos régulateurs, par exemple pour le thermostat, pour le régulateur de la chaudière, pour la régulation de votre double flux. C'est toujours possible de trouver, les modes d'emploi. Internet fait des miracles aujourd'hui. Et ensuite, une fois que vous avez ce mode d'emploi, venir, paramétrer votre installation, pour améliorer sa performance sur base de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Si vous voulez des conseils plus approfondis et plus spécifiques à votre installation, on est aussi disponible pour répondre à vos questions, par mail ou par téléphone. Et puis aussi, également, quand vous paramétrez votre installation, vous questionnez sur l'adéquation du système de régulation. Est-ce que j'ai besoin d'un thermostat? Est-ce qu'un détecteur de présence pour l'éclairage serait nécessaire dans mon cas? Oui ou non? Et envisagez alors un changement si vous, vous questionnez sur sa pertinence et son adaptation ici, dans le cadre de votre bâtiment. Voilà, donc c'était, pour conclure ce webinaire-ci. On est disponible pour les questions, mes collègues et moi. Et voilà, ma collègue vient de mettre un message dans le chat pour un formulaire d'évaluation, qu'on vous invite à compléter. Ça nous aide à améliorer, le contenu et l'organisation de nos séminaires et webinaires. Donc si vous pouviez prendre les 3-4 minutes, nécessaires pour remplir ce formulaire, ce serait, super gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette, pour cette, présentation synthétique. C'était, tout un défi de tenir sur une petite heure, sur un sujet aussi large et technique. Donc encore merci pour ta gestion du temps. Comme l'a dit Juliette, elle est accompagnée de collègues, conseillères et conseillers en énergie. Donc, on a les chances de les avoir parmi nous maintenant. Donc profitez-en pour poser toutes vos questions. Voilà, si vous avez le moindre doute sur les avantages ou éventuels inconvénients de certains systèmes, de leur, applicabilité, sur votre site, bah, voilà, prenons encore, 15 minutes pour échanger ensemble. De toute manière, la présentation vous sera partagée avec tous les liens qu'elle contient. Le webinaire a été, est enregistré, donc la vidéo, sera aussi accessible, après. Donc voilà,
pas tout de suite, mais dans quelques jours, elle sera accessible sur le site web du label et on vous partagera de toute manière par email le lien pour y accéder. Donc voilà, j'ai pas vu de questions, en tout cas qui seraient restées sans réponse dans le chat. Donc Il y a- si vous avez une question, voilà, je vous invite à activer votre micro, caméra, lever la main, via la fonction réaction et puis je laisse l'équipe de Bruxeo, vous répondre. Je voulais quand même faire une petite remarque. Quelqu'un me dit que l'accès au formulaire d'évaluation est restreint. Est-ce que d'autres personnes ont ce problème ou Oui, il y a d'autres commentaires en tout cas. Donc, Ouais, ben, je vais essayer de changer ça. Attendez, ben, si vous pouvez pas. Oui, bon. Oui, je vois qu'effectivement, c'est pas le. Mais attendez, je vais essayer de prendre 2 minutes Ah oui, pour aller dans effectivement, ouais. l'autre. Mais oui, d'habitude, c'est ma Il faut un collègue qui fait accès. les formulaires, mais elle était malade aujourd'hui, donc c'est moi qui l'ai fait, mais visiblement, j'ai pas cliqué qu'il fallait donner accès à tous ceux à qui on envoyait le lien. Donc, je vais essayer de changer ça. Je n'ai jamais fait, mais si vous avez patienté 2 secondes. Sinon, on verra le lien par Oui, dans tous les cas, on pourra le partager par email mail. avec les présentations. Mais donc manifestez-vous, en tout cas, en attendant si certains ont des questions sur le bout de la langue qu'ils veulent à tout prix poser. L'équipe de Bruxeo est là pour ça. ouais. Sinon, en tout cas, merci pour votre participation. On ne retient personne, hein, donc voilà. C'est juste le temps de questions-réponses maintenant, donc voilà. On est là si, Je vois qu'il y a une question, si une besoin. main qui se lève. Vous pouvez allumer votre micro et Oui, et Jean-Louis répondre sans de souci. la rue SBL. En effet, j'ai toujours pas bien compris donc dans la présentation de la vanne thermostatique, Ouais, il s'agissait du débit d'eau chaude. ouais. Et donc, quand on ouvre, donc il y a le petit clapet à l'intérieur, mais quand on met sur une position 3 ou 4, est-ce que le débit est plus grand dans le radiateur? Et donc, le débit de Non, l'eau, non. Enfin, en tout cas, non. Enfin, en fait, la pine est fermée ou ouverte, quoi. elle est Mais ouverte ou fermée, le hein, débit d'eau dépend du diamètre de la conduite Oui. etc. Oui, à travers les questions-réponses, j'avais compris que ça ne changeait pas. Donc l'information est bonne si on dit que on ne chauffera pas plus vite en mettant sur 4 que si on laisse sur 3. Hein. Exactement, exactement. Donc c'est ouvert ou fermé. Ouais, c'est Ok. ça. Ok, d'accord. Ah, voilà. Merci. C'est vraiment un interrupteur. Oui, oui. Ouais. Et ou sinon, est-ce que les dimmers, est-ce que ça consomme aussi de l'énergie ou c'était plus dans le temps avec les lampes halogènes où les dimmers étaient un peu un transfo, si je ne me trompe pas? Ouf, ça j'avoue qu'il faut que je me renseigne, mais normalement les installations qui permettent en tout cas le dimmage, je préfère pas, donner une réponse, je peux me renseigner, mais j'ai jamais entendu ça pour les installations récentes en tout cas, qu'elles consommaient plus via un dimmer. Donc les LED, on peut aussi utiliser des dimmers pour les LED maintenant. Oh oui, il faut qu'elles répondent, techniquement parlant à la possibilité de le faire, mais oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Ok. Parce que je sais pour les halogènes, dans le temps, au fait, il y avait ce transfo, mais qui surchauffait. Quand on mettait une lumière Ah ouais. douce, au fait, le transfo compensait. Donc, ok, on avait une lumière ambiante, mais au niveau énergétique, c'était pas spécialement beaucoup plus Ouais, c'est ça, intéressant. c'est ça. Ouais, ici, j'ai pas entendu de témoignages comme ça récemment, à ce niveau-là. Je crois qu'on est sur des régulations électroniques et qui vont vraiment modifier l'énergie consommée. Donc, on a vraiment quelque chose qui économise l'énergie. Effectivement, l'halogène, c'était un système qui jouait sur la fréquence et ça continuait à consommer presque autant en ayant beaucoup moins de lumière. Donc, on baissait le rendement plutôt que la consommation. Mais sur les LED, c'est plus du tout le cas. C'est Thierry. Merci. Ok.
Merci pour ces précisions. Je vois qu'il y a Fabien Lamy aussi qui avait levé la main pour une question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je voudrais commencer par ça. Alors, j'ai une petite question en ce qui concerne les thermostats d'ambiance. Donc, c'est très bien d'avoir précisé dans quelle pièce le positionner, etc. Franchement, je crois que c'est la base. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est indispensable et quel est l'apport réel d'avoir un thermostat d'ambiance? Parce que ça a double tranchant, en fait, ce système. Donc, on voit souvent des bâtiments qui n'ont pas de thermostat d'ambiance. En effet, souvent les grands bâtiments d'ailleurs, où en fait un local témoin n'a pas C'est vraiment ça, c'est difficile à d'intérêt. trouver, effectivement. Voilà, c'est très difficile à trouver. L'intérêt, donc c'est vraiment ce principe de feedback en fait qui est très intéressant dans le thermostat, parce qu'il va vraiment être le témoin pour l'humain en fait, de s'il faut encore continuer à chauffer la pièce, enfin le bâtiment entier. Donc comme on vient de dire, pour des grands bâtiments où un local témoin n'a pas vraiment d'intérêt, où chaque pièce va en fonction de l'occupation humaine et en fonction des apports solaires et des parois en contact avec l'extérieur, etc., il y aura beaucoup plus de variations. Alors on peut éviter le thermostat. Il faut alors juste, comme j'en parlais ici, bien régler sa courbe de chauffe Mhm. ici, pour Oui, quand mais même permettre un abaissement nocturne suffisant la nuit. Oui, c'est ça. Et en fait, Et des vannes thermostatiques, évidemment. oui, ça évidemment. Mais dans notre immeuble, effectivement, nous, on utilise la sonde externe, en fait, via les courbes de chauffe, etc. Ouais, Et c'est ça. bah, ça fait très bien la régulation en soi. C'est exactement ce principe-là alors. Donc ce que j'ai expliqué ici, plus des vannes thermostatiques qui vont du coup couper l'apport d'eau chaude dans certaines pièces quand la température est atteinte. Maintenant, Donc ça se complète. ma question sous-jacente, pardon, Mhm. est est-ce que les sondes externes coupent aussi le circulateur, par exemple? Il faut que votre régulateur soit relié à vos circulateurs. Ok, Donc, c'est pas lié aux sondes externes, mais plutôt au régulateur qui fait le lien entre votre installation de chauffage et la sonde extérieure. ok. Ça, c'est à vérifier. L'idéal, c'est qu'il soit aussi relié au circulateur, évidemment. Ok, très bien. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Voilà, je signale que j'ai mis un nouveau lien, j'espère que ça fonctionne. Donc, si vous pouvez réessayer de remplir l'évaluation. Alors, attends, je vais tester aussi de mon côté. Parce que nous, Oui, comme on est éditeur, on ne sait pas vérifier. Mais enfin, c'est quoi ce truc? ouais, moi, ça me met les pages introuvables, malheureusement. Page introuvable Oui. maintenant, pourtant j'ai édité Oui. le lien. Bon, bah, tant pis, on vous renvoie ça Bon, par mail. C'est oui. dommage parce que du coup, il y aura sans doute moins de taux de réponse si on envoie par après. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il y avait une question dans le chat par rapport au service de Bruxéo. Comment procéder pour demander votre aide, pour visiter notre bâtiment et ainsi nous donner des conseils afin d'améliorer notre consommation énergie? Alors, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. Il y a une page où il y a visite de votre bâtiment. Et on vous propose de vous inscrire. Et suite à ça, on vous appellera pour discuter un peu de votre cas spécifiquement et pour choisir le service le plus adapté à votre Il y a un demande. lien dans la présentation concernant les visites? Ou vous pouvez ajouter peut-être dans la présentation ou dans l'email? Je peux vous Oui, en c'était fournir Alexandre. directement. Ouais. OK, merci. Oui, oui, voilà, aucun souci, on pourra Merci. ajouter le lien. Donc c'est un formulaire, hein, vous avez Bruxéo, hein, Ouais, par c'est lequel ça, oui. les Et demandeurs passent. dans l'accès, je n'ai pas d'accès sur les évaluations, donc merci aussi joindre lien dans l'email, lien direct plutôt, Mm. pas avec compte, etc. parce que Non, non, c'est justement l'idée, c'est de ne pas ouais, avoir à s'inscrire ouais, ou merci autre. beaucoup. Et j'insiste peut-être, enfin, je l'ai dit au début de la présentation, mais donc nos services sont destinés au secteur non marchand. Pour les PME, il faut s'adresser à l'UCM. C'est l'équivalent de Bruxéo, en tout cas en termes de services en énergie, mais pour les PME. Donc voilà, on se complète, mais on a chacun notre spécificité et nos connaissances de notre secteur. Est-ce que je partagerai peut-être la page de Bruxelles Environnement qui donne les contacts aussi Ouais, Non, de j'allais l'UC?
Oui, on met la page de notre site web, sinon, enfin, le lien directement, on peut le énergie. mettre. Oui, mais est-ce que sur Ouais. votre site web, vous parlez de l'UCM? C'était pour Ah aussi oui, les non, non, contacts de l'UCM. effectivement. Ouais, non, je vais donner la page de Bruxelles Environnement, c'est le plus, Attends, je la mets, je suis déjà dessus. Donc, ah, tu déjà dessus, parfait. parce que du coup, la page précise aussi les secteurs et profils d'entreprise, Ouais. la répartition entre Bruxéo et l'UCM. Donc, Ouais, c'est ça, c'est n'hésitez parfait. pas à regarder ça. Donc, voilà. Donc, Bruxéo, comme le dit Juliette, c'est surtout le secteur non marchand. Enfin, uniquement le secteur non marchand. Très bien, bah, écoutez, je vois que c'est 3h30. Voilà, donc on remercie, d'avoir participé à notre, webinaire. Merci à l'équipe de Bruxéo de l'avoir animé, d'avoir répondu aux questions. Voilà, on peut encore rester quelques minutes de plus s'il y a des questions encore à traiter, mais sinon, bah, voilà, on vous libère et je vous souhaite à tous une belle après-midi. Donc voilà, on reste Merci nous à encore un peu quelques tous. connectés un peu plus longtemps, mais voilà, sinon, Merci beaucoup. oui, merci Ala, à Oui, bientôt. juste une question, Alexandre. Qui Ouais. va faire suivi de cet webinaire pour participants? Toi? Par rapport au mail, avec les informations, les Oui. présentations, oui, c'est nous qui l'enverrons. Ah, OK, ça va. Ça me Voilà. suffit. Merci beaucoup. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Ouais, moins de questions que ce que j'aurais pensé. Tu peux couper l'enregistrement, je pense. Moi, j'ai pas accès à cette, fonctionnalité.